ça les États-Unis. Oui. Tu peux faire tout ce que tu veux faire si tu te concentres dessus. 20 janvier à midi, le nouveau président il va prendre les rênes du pouvoir, il va prendre la direction du pays. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre à quoi en matière d'immigration? J'ai déjà vécu sous ce président-là pendant 4 ans qu'il a fait son premier mandat. Et ça n'avait pas été facile avec lui contre les immigrants. Une chose qui est bien avec les États-Unis, et ne se fie pas sur le rapport des Nations Unies. Vous comprenez? Les Nations Unies vont venir pour dire non, ce pays-là est maintenant bien. Non. Les États-Unis, il faut les rapporter chaque année. Salut et bienvenue dans le podcast de la communauté. Ici, on parle de mindset, on discute d'idées, on aborde des thématiques qui aident la communauté à mieux s'épanouir. Nous partageons avec nos invités leurs différentes expériences et les perspectives qu'ils ont aujourd'hui comparées à ce qu'ils imaginaient avant de venir dans le pays de l'oncle Sam. C'est parti. Alors bonsoir maître, comment vous allez? Bonsoir, oui, ça va. Et la soirée? Oui, enfin. On est là, c'est le week-end. Oui. Et donc, mais je suis toujours ouvert, quoi. Je travaille quand même. Bien sûr. Maintenant, pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'aimerais que vous fassiez une petite présentation. Et si vous pouvez parler un peu plus fort pour que les gens vous entendent. Une petite présentation rapidement de vous. OK. Donc, je suis maître Rian Kona. Je suis juriste aux États-Unis, à New York. Je peux dire que nous sommes des esquires. Quand je dis esquire, c'est-à-dire que... Oh, je m'excuse, hein, parce que c'est-à-dire que nous ne sommes pas que seulement des avocats aux États-Unis ici, parce que avocat, tu as réduit ton champ de prédilection où tu peux agir. C'est-à-dire, par exemple, dans les pays francophones, l'avocat, il ne fait pas, par exemple, il n'agit pas dans le domaine des huissiers, des notaires. Oui. Ici, on n'a pas cette distinction. Avocat, tu es avocat, tu fais tout. Ouais, donc, nous sommes là, ici à New York, et je pratique ici depuis 2011. Ok, donc vous êtes avocat à New York. Et est-ce que vous pouvez nous faire un peu un petit historique de votre background? Oui, donc je suis ivoirien. Donc j'ai fait l'université d'Abidjan où j'ai obtenu une maîtrise judiciaire. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai continué, je suis allé à Temple University à Philadelphie. Et j'ai obtenu LLM. Maintenant, je suis présenté à l'examen du barreau de New York quand j'ai été admis. Et donc, c'est comme ça que je pratique maintenant l'immigration, mais pas seulement l'immigration, comme je dis. Je fais l'immigration, seulement que l'immigration, là, je peux faire ça partout, dans tous les États des États-Unis. Par contre, je ne peux les autres domaines comme le criminel, divorce, et d'autres, je ne fais que chose. Je ne pratique ça à New York. À New York. Les accidents et tout ça, c'est New York strictement. Mais l'immigration, c'est fédéral, donc c'est partout. Puisque partout où tu te trouves, c'est la même loi d'immigration, ça ne change pas. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et il faut noter que le concours que vous avez passé, ça fait partie des concours les plus durs. Et vous l'avez obtenu quand même. Oui, mais comme j'ai dit là, j'aime pas trop décourager les gens. C'est dur, mais c'est pas impossible. Ouais. Parce que si je l'ai fait, tout homme peut le faire qui veut vraiment réussir. Parce que c'est ça les États-Unis. Oui. Tu peux faire tout ce que tu veux faire si tu te concentres dessus. Puisqu'il n'y a pas, on ne paye pas concours ici ou bien chose. Tu dois pouvoir bosser et si tu veux faire, you can be anything you want to if you put your mind onto it. Yeah. Il ne s'agit pas de payer quelqu'un ou bien connaître quelqu'un pour pouvoir réussir. Tu travailles et tu réussis. Exactement. Il n'y a pas de concours à payer, il n'y a pas ça. Connaître lui pour qu'il me fasse passer concours d'administration, non. Donc, quand tu as confiance au système, tu travailles, si tu es sûr, tu vas y arriver, mais c'est encore 3 fois plus difficile. Bien sûr. Parce que faut travailler d'abord.
En même temps que tu vas à l'école, en même temps que tu prépares tes concours. C'est comme ça marche ici. Ouais, donc, il faut être 2 fois, 3 fois plus courageux. Ouais, quand on est au pays, on va à l'école seulement, on prépare les examens, on ne travaille pas. On est concentré sur ça. Mais ici, tu ne peux pas le faire. Parce qu'il faut vivre. Donc, tu travailles, en même temps, tu prépares les examens et tout. Et donc, il faut être courageux. Quand on n'est pas courageux, on ne peut pas réussir aux États-Unis. Jamais. Les gens pensent que c'est un pays comme ça, qui s'est développé comme ça. Oh, c'est un pays où les gens travaillent dur. Tu ne travailles pas, tu meurs. C'est ça. Tout est ici, tout est à crédit. Il faut prendre, il faut pouvoir payer tes factures. Comprenez? Donc, il faut travailler à tout moment. C'est ce qui fait ce pays-là. Quand on poursuit, par exemple, un État devant la justice ici, l'État fédéral, voilà, j'ai fait aussi ça, je peux défendre cet État-là. Comme si quelqu'un aussi a un grief ou quelque chose contre un État, je peux poursuivre aussi cet État-là. Avec les policiers ici, vous avez poursuivi des policiers pour des cas d'abus. Oui, et même actuellement, je suis devant les tribunaux en train de poursuivre l'État de Côte d'Ivoire. Je représente certaines personnes qui ont été lésées dans leurs droits par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est devant les tribunaux, je les représente contre l'État de Côte d'Ivoire. Mon travail, je suis avocat, et puis c'est public, ça est, si tu tapes sur l'Internet, tu vas voir. Donc, j'ai fait ce genre de droit là aussi. Prenez. D'accord. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant. Le 20 janvier à midi, le nouveau président, il va prendre les rênes du pouvoir, il va prendre la direction du pays. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre à quoi en matière d'immigration avec le nouveau président qui vient, connaissant tout ce qui a été dit, tout ce qui s'est dit autour? Vraiment, j'ai déjà, je vais lui adresser mes félicitations, même si je n'ai pas voté pour lui et je ne le supporte pas du tout. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai déjà vécu sous ce président-là pendant 4 ans qu'elle a fait son premier mandat. Et ça n'avait pas été facile avec lui contre les immigrants. Il a même dit qu'il y a des immigrants que même il avait pris qui étaient en détention. Et quand Biden est arrivé, c'est là qu'on les a libérés. Qu'on a pu les faire libérer. Donc, je sais qu'il est très dur avec les immigrants. Tous les immigrants noirs. Lui-même l'a dit, il ne veut pas les immigrants noirs. Il a même dit à un moment, pourquoi on ne prend pas les immigrants de la Norvège, pas les immigrants noirs. Les noirs savent ça tout le temps, mais c'est eux qui vont voter pour lui dans tous les cas. Mais il a bien dit. Les noirs savent qu'ils ne veulent pas pour lui, mais c'est eux qui ont plus voté pour lui. Vous parlez de quel type de noirs? Bon, il faut nuancer. Il y a les noirs américains, les noirs africains, Bon, je ne parle pas des Noirs américains, parce que c'est leur pays. Ils peuvent faire ce choix-là. Mais nous qui sommes des immigrants, et qu'il y a un président qui vient qui dit les immigrants mangent les chiens, les chats, il vient aussi dire que nous avons un sang sale, on vient contaminer les Américains et tout, et qu'il va déporter tous ceux qui sont sans papier ici, y compris nos frères et sœurs. Et puis moi, en tant qu'Africain, je vais voter pour ce président-là. Quel est le message que j'envoie au monde? Je veux qu'il rapatrie mes frères. C'est pour ça que je veux qu'il soit au pouvoir. Comprenez? C'est comme ça que je vois la chose. Et surtout, des Africains qui étaient ici, qui quand ils n'avaient pas papier, ils pleuraient, ils priaient pour les démocrates. Et aujourd'hui, ils ont eu papier. Ils sont ici bien, ils ont eu c'est eux qui vont maintenant voter pour ce président-là pour qu'il déporte les frères. Moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas vraiment à entériner, à comprendre. Comprenez? Même des gens disent que non, il va bien faire l'économie et je vais avoir l'argent. Mais l'argent n'est pas au-dessus de la situation que vivra tes frères. Et ça. Ou bien la personne même qui t'insulte vis-à-vis, il ne cache pas, il t'insulte vraiment sur les réseaux sociaux, à la télévision, mais tu vas quand même voter pour lui. C'est vraiment dommage, mais les présidents, on va vivre ça maintenant. Bien sûr. Ok, donc on continue. Comment, selon vous, existe-t-il des mesures pour protéger des immigrés dans des situations irrégulières? Est-ce qu'il y a des mesures?
D'abord, il faut que quelque chose soit clair. OK. Trump ne vient pas avec des nouvelles lois. Il faut que les gens sachent ça. Parce que certains m'appellent, on dit, bon, les nouvelles lois qui viennent avec... Non. Ça, ce sont des lois qui étaient déjà en place depuis. OK. Lui ne vient que enforcer, c'est-à-dire que exécuter ces lois-là. Parce que aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'immigrants illégaux. Ils sont nombreux. OK. On ne peut pas tous les rapatrier ensemble. Il n'y a pas les ressources pour le faire. Donc, chaque président, quand il vient, détermine ses priorités. Vous comprenez? Par exemple, quand Biden vient, il dit, bon, moi, comme il n'y a pas assez d'argent, je vais plus me concentrer à déporter ceux qui ont des crimes, les criminels. Ça veut dire que ceux qui sont ici illégalement, ou bien ceux qui ont des ordres de déportation déjà, parce qu'il y a certains qu'on a déportés, ils ne sont pas partis, ils ne sont pas ma priorité. Donc, ce n'est pas eux que je cherche. Je cherche ceux qui sont ici illégalement et qui ont commis des crimes et qui ont été condamnés pour des crimes qu'on appelle felony. Même pas misdemeanor. Parce que dans le droit américain, il y a différents... Par exemple, dans le droit français ou bien le droit européen ou civil, on a contravention, on a délit et puis on a crime. Ouais. Dans le droit américain, on n'a pas ça. On a misdemeanor, on a violation. On a misdemeanor, on a felony. Lui dit, il va se concentrer, quand il dit ma priorité, c'est ceux qui commettent felony, même pas misdemeanor. Tu es illégal et tu as commis felony. C'est cela que je déporte. C'est surtout ma priorité. Mais quand Trump vient, sa priorité, c'est tous ceux qui sont ici illégalement, qui ont des ordres de déportation et qui ont des crimes. Ça, c'est ce qui fait sa priorité. Donc, il prend tout le monde. Vous comprenez? Sans cela, il y a la différence. C'est dans la détermination des priorités de chaque régime ou président qui vient. Et c'est en cela que les démocrates nous arrangent. Parce que, par exemple, quand Biden est venu, il y avait des gens qui étaient déjà dans les mains d'immigration qui cherchaient à déporter. Mais dès qu'il a déterminé sa priorité, on les a libérés. Parce qu'ils étaient ici seulement, ils avaient des déportations, mais ils n'avaient pas commis de crimes. Donc on était obligé de libérer ceux-là, parce que ce n'était pas sa priorité. Mais ces gens-là, on va les reprendre encore maintenant. Parce qu'il a déterminé sa priorité. Vous comprenez? C'est ce qui se passe. OK. Maintenant, c'est comme ma question disait, est-ce qu'il y a des mesures pour protéger ces personnes qui sont dans des situations irrégulières là? Bon, et ces personnes doivent nous appeler pour qu'on détermine s'il y a vraiment quelque chose à faire ou pas. Vous comprenez? Parce que l'immigration est complexe. Il y a des gens pour lesquels on ne peut rien faire. Vous comprenez? Ils doivent partir, c'est tout. Vous voyez? Il y a des gens qui ont déjà des ordres de déportation. Vous voyez? Et c'est là même qu'on a plus de problèmes. Par exemple... ceux qui ont déjà des ordres de déportation. Voilà. Parce que, voilà la nuance aussi. Quand quelqu'un a un ordre de déportation, c'est-à-dire qu'un juge lui a dit de quitter le pays, il a donné un ordre et qu'il n'est pas parti. Vous voyez? Moi, cette personne peut se marier à une citoyenne américaine. Il a donné l'exemple le plus sûr, c'est qu'on voit. Il y a certains qui sont arrivés ici dans ce pays, également, et on leur a dit de faire l'asile pour qu'ils aient soit le ID et le social. Donc, sans même savoir les conséquences que l'asile peut avoir, ils se sont jetés dedans. Effectivement, ils ont eu la sociale, le working et le social. Tout ça. All working social, il dit toujours, c'est pas papier. Ce ne sont pas des papiers. Bon, peut-être c'est juste pour que tu puisses travailler. Voilà. C'est-à-dire, bon, j'ai ouvert un intervalle un peu sur ça, et puis hier, il est venu à notre sujet. Souvent, certains m'appellent pour dire, je suis là, je veux seulement avoir ma sociale et mon work permit, c'est tout. Et ce qu'il a dit, ça n'existe pas. C'est-à-dire, par exemple, tu es appliqué pour l'asile. En attendant que ton asile vienne, on te donne le working et le social pour travailler. Tu t'es marié, tu es appliqué pour la green card. En attendant que la green card vienne,
On te donne le working social pour travailler. C'est un truc verbal. Ça veut pas dire que ce sont des papiers. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est un truc d'intérêt. Donc, on ne peut pas juste appliquer pour working social comme ça. Ça n'existe pas. Il faut d'abord appliquer pour une application. Et pendant que ça vient, pour ne pas te faire attendre, on te donne le working et le social. C'était prendre ça souvent, il m'appelle, dit oui, on m'a donné l'asile, j'ai dit on t'a donné quoi, working social. Il a dit non, ça c'est pas papier. Ça c'est juste pour que tu attendes le jour J de ton application. Comme ça peut prendre du temps. 1 an ou 2 ans. Souvent même 5 ans. C'est pour cela. Donc on revient à nos sujets. Ces gens-là, c'est ça seulement ils voulaient. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait le juge qui venait de l'asile. Quand le juge de l'asile est venu, il a dit, bon, viens maintenant, tu vas démontrer ton asile. Ils n'ont pas les papiers, ils n'ont pas chez donc ils ne se sont pas présentés. Alors, quand tu ne te présentes pas, l'asile te conduit inéluctablement à la déportation. Quand tu ne te présentes pas, on te met devant un juge. Pour que tu puisses te présenter là-bas encore. Et quand tu ne vas pas là-bas encore, là, le juge te donne maintenant un ordre de déportation. Donc, tu vis maintenant avec l'ordre de déportation sur toi. Maintenant, le lendemain, tu vas te marier. OK. Mais quand tu es marié, que tu as un ordre de déportation, c'est seul le juge qui t'a donné l'ordre de déportation, c'est lui qui peut te donner ta green card. L'immigration ne peut plus te donner ta green card. Ce qui veut dire qu'il faut repartir devant lui, pour réouvrir la déportation, et puis maintenant, appliquer pour ta green card. C'est ça que tu verras des gens qui ont été déportés qui disent, ouais, je suis marié, on a approuvé mon mariage. Oui, parce que c'est séparé. Pour approuver le mariage, le I-130, c'est ça, c'est l'immigration qui fait. Donc, il t'a approuvé ton mariage. Mais pour avoir ta green card maintenant, il faut retourner devant le juge. Et puis, il faut réouvrir ta déportation pour qu'il puisse te donner. Un ordre de déportation ne souffre pas comme ça. Vous comprenez? C'est très difficile. Donc, souvent, pour rendre ça facile, il faut aller voir le gouvernement qui t'a déporté pour dire non, pardonnez, joignez-moi pour qu'on dise au juge de réouvrir mon cas. Si le gouvernement accorde de te joindre pour demander ensemble, il n'y a pas de problème chez le juge. Il va réouvrir. C'était ça le problème entre Trump et puis Biden. Trump, quand il est venu, il dit on nous fait les déportations. On ne va jamais être d'accord pour réouvrir. Donc les gens sont bloqués. Quand Biden est venu, il dit on ouvre les déportations. Par exemple, il y a quelqu'un qui était ici depuis 30 ans. Sous Biden, il a pu joindre, on a réouvert. Son fils a déjà 30 ans, son fils a appliqué pour lui. On a pu il a fait l'asile, c'est ça? Il avait la déportation après l'asile. Mais après, comme il est resté ici il y a longtemps, il a fait un enfant ici. Son enfant a maintenant eu 30 ans. Son enfant peut appliquer pour lui. C'est que son enfant a fait. Mais sa green card, on doit aller devant le juge pour le faire. Parce que l'immigration ne peut pas faire. Et devant le juge, il faut approcher le gouvernement pour qu'on aille ensemble pour réouvrir. Mais si c'était sous Trump, on ne pouvait pas, parce que Trump dit qu'il ne faut pas le gouvernement va joindre. Parce qu'il faut comprendre, quand on te met devant le juge, là maintenant, bon, il faut que je récapitule pour que tu comprennes bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, je suis très bien, oui. Ouais, allez-y. Parce que les gens ne vous expliquent pas cela. Quand tu vas quand tu te maries ou bien tu fais ton application d'asile d'abord, tu vas dans un bureau de quelqu'un, un officier d'immigration, qui va donner sa décision. OK? Mais peut-être que ce monsieur-là que tu as vu n'aime pas ta tête. Peut-être qu'il ne voulait pas te donner tout ça. Donc, normalement, il doit maintenant te mettre devant le juge. Arriver devant le juge, tu as ton avocat, le gouvernement a son avocat, et le juge est au milieu. Chacun fait ses arguments. Voilà pourquoi j'aime plus être devant le juge. Parce que devant l'immigration, seul dans le bureau de la personne, on me fait toujours sortir. Parce qu'il n'y a pas le droit de parler là-bas. Devant le juge d'immigration, on est maintenant dans un tribunal. Où je peux défendre mon client et le gouvernement aussi défend les intérêts de l'État. Le gouvernement est là pour te déporter. Maintenant, toi, tu es là pour contrecarrer le gouvernement, pour dire non, il ne faut pas déporter mon client, il est marié ici et tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand on t'a dit ordonné de déporter, tu dois partir, il faut maintenant approcher le gouvernement, vous dire, est-ce que vous pouvez me joindre? Au lieu qu'on se batte devant le juge. Joignez-moi pour que nous, les deux parties, on demande au juge de réouvrir le cas. De réouvrir le case. Voilà, parce que le juge, lui, n'a pas vraiment quelque chose à dire. Il est au milieu. Donc, les deux parties qui se battent là, c'est comme si moi et moi, on se bat.
Et puis maintenant, il y a quelqu'un au milieu. Voilà, pour juger. Mais si on décide de s'attendre, lui n'a rien à dire maintenant. Il ne peut pas dire non, je ne veux pas battre vous. Il est obligé puisqu'on a un accord. C'était ça. Donc, pendant ce temps-là, pendant le temps de Biden, le gouvernement venait seulement, il venait nous joindre pour l'accord pour aller demander au juge de réouvrir. Maintenant que Trump arrive, il va remettre en cause sa politique. Non, allez vous battre directement, nous on ne va pas joindre. C'est ça, la différence. Ok, donc c'est ce qui est compliqué. C'est ce qui, bon, on suppose que c'est ce qui sera compliqué, ça, ou bien? Ouais, bien sûr, parce que c'est que les ordres de déportation maintenant, ils vont vouloir réouvrir. Mais si Trump ne joint pas, qu'on doit aller directement devant le juge peut refuser parce que c'est un ordre qu'on t'a donné de dire de retourner, tu n'es pas sorti. Donc le fait que tu as violé notre loi, il peut ne pas accepter de réouvrir. Ça devient plus difficile. Et il faut avoir des raisons pour réouvrir. C'est ça. Parce que quand tu rouvres l'ordre de déportation, tu es toujours en déportation. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour rester ici? Parce que tu es illégal. Certains peuvent dire, bon, non, je suis marié à une Américaine qui va appliquer pour moi maintenant. Donc, réouvrir pour que je puisse appliquer. Mais si tu n'as rien, à quoi ça sert d'aller réouvrir la déportation? Il n'y a pas de, de raison. Vous comprenez? C'est ça. Ouais. Donc, c'est que les zones de déportation, on peut pouvoir les aider, mais d'abord, il faut qu'ils aient une raison. Une raison. Voilà. Or, quelque chose qu'ils peuvent faire pour rester ici légalement, avant qu'on aille réouvrir. Bien comprenez? sûr. Avant qu'on aille tenter et se battre avec Trump maintenant. Ouais. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Que se passe-t-il si une demande d'asile est rejetée? Genre, c'est directement, on te dit de rentrer chez toi, bien comment est-ce que ça se passe? Tu peux retenter encore si une demande d'asile a été rejetée? Ouais, je vais bien expliquer ça pour vous. Parce que c'est un peu vague. OK? OK. Quand une personne rentre dans ce pays, d'abord, il faut distinguer l'asile et le réfugié. Ok, il faut faire la différence entre l'asile et le réfugié. C'est deux choses différentes. Ok. Ouais. Parce que le réfugié, c'est fait depuis ton pays. Et ça, c'est l'ONU qui détermine. Il y a des gens qui viennent déjà réfugiés. Vous voyez? C'est parce que chaque année, l'ONU détermine les réfugiés et puis dans chaque pays où il doit partir. Les États-Unis ont un quota. Et ils viennent déjà avec leurs papiers des réfugiés. Vous comprenez? L'asile, c'est quand maintenant tu demandes la protection quand tu es déjà dans ce pays. Tu n'es pas venu en tant que réfugié. C'est-à-dire que tu es venu sur un visa visiteur. Ou bien tu as traversé la frontière, tu es rentré. Tu demandes maintenant l'asile qui est la protection. Vous voyez la différence? Ok. Maintenant, dans l'État, comme j'expliquais au début, dans les lois américaines, que personne ne peut changer, même Trump. Quand tu demandes l'asile, ok? Et ça, cela, je disais que l'asile est très dangereux et c'est un couteau à double tranchant. L'asile est très dangereux et c'est un couteau à double tranchant. Oui. C'est pour ça que j'explique toujours à mes clients qui viennent et puis disent je veux faire l'asile. C'est que l'avocat ne leur explique pas parce qu'ils sont intéressés à l'argent seulement. À l'argent, je leur explique que quand tu appliques pour l'asile, ok, tu auras une interview. Tu vas aller à l'interview pour prouver ton asile. Quand tu ne réussis pas à prouver ton asile, qu'on te refuse, on ne refuse pas ça seulement. On te met maintenant en déportation. Automatiquement? Oui, automatiquement. L'asile conduit, le refus de l'asile conduit nécessairement à la déportation. Il faut que tout le monde sache ça. Ok, donc, c'est le même jour, la décision est prise ou bien c'est après, on t'envoie une notification par rapport à ça? On t'envoie une notification après par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne refuse jamais l'asile. C'est-à-dire qu'on refuse, non. On ne refuse pas, mais on te réfère au juge. Vous comprenez? Il n'y a pas de décision qui va venir pour dire que non, ton asile a été denied. Non. On ne peut pas t'accorder l'asile, mais on te réfère au juge. Au juge? Voilà. Et toutes les fois qu'on te réfère au juge, parce qu'il y a nombreux qui m'ont appelé, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Toutes les fois qu'on te réfère au juge, toutes les fois que tu vois un juge, tu es en procédure de déportation. C'est-à-dire, on veut te déporter. OK? Ah ouais?
Certains ne savent pas ça. Souvent, quand ils viennent dire, ouais, je suis allé chez le juge, je dis, ah, tu as procédé de déportation. Ils discutent avec moi. Non, c'est pas procédé. Excusez-moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire, quand tu as lancé ton truc pour l'asile, c'est avec les juges, c'est le juge que tu vas voir, non? Non. Il y a deux sortes d'asile. Oui, ok. Expliquez-moi. Voilà. Il y a l'asile affirmatif et l'asile défensif. Ok. Par exemple, si vous prenez votre avion pour rentrer ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Ok. Vous n'êtes pas devant un juge. Vous allez faire l'asile affirmatif. Vous comprenez? Et maintenant, quand ça ça a été refusé, on vous met maintenant en procédure de déportation. Vous pouvez reprendre votre asile devant le juge. Vous avez deux coups. Mais quand vous venez par la frontière qu'on vous prend, là, on vous met directement devant le juge. Elles n'ont plus d'asile affirmatif, ils ont seulement l'asile défensif. Défensif, ok. Vous voyez la différence? Ok. Ceux-là n'ont plus deux choix. Vous comprenez? Ils sont directement mis en procédure de déportation. Et c'est ce que Trump ne comprend pas. Il pense que tous ceux qui rentrent, ou bien quand on voit tous ceux qui rentrent, ils sont libres, on les a donné papier. Non, ils sont en procédure de déportation. Donc, c'est ce que les gens ne comprennent pas, en fait. Voilà, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est des gens qu'on laisse rentrer, ils sont libres ici, ils s'en vont. Non, parce que les États-Unis ne sont pas comme l'Europe. Vous comprenez? En Europe, quand on te prend, directement, on te ship dans ton pays. Vous voyez? Aux États-Unis, si quand on te prend, on ne peut pas t'envoyer dans ton pays directement parce qu'on ne sait pas s'ils vont te tuer là-bas, si ta vie est en danger là-bas ou tout. Donc, on te met devant un juge pour que tu puisses expliquer pourquoi tu as quitté ton pays. Maintenant, si tu refuses passer l'asile à 6 raisons, 6 grandes. Il y a politique, il y a religieuse. Il y a l'asile politique, l'asile religieux, oui, allez-y. Asile religieux, il y a la nationalité, il y a la race, et puis il y a membre de particular social group. Vous comprenez? Membre de particular social group, ça parle de qui? Des homosexuels, des lesbiennes, des femmes des femmes de violences domestiques, des femmes qu'on a excisées, tout ça, ça les regroupe. À part ces raisons-là, on ne te donne pas l'asile parce que soit tu es très malade chez toi, tu es payé, tu viens ici, ça n'est pas parmi les raisons, mais parce que tu as faim chez toi, il n'y a pas de boulot et puis tu viens ici, ça n'est pas parmi les raisons. Donc quand tu fais ton asile, si c'est fondé sur ces fondements-là, tu seras forcément rejeté. Parce que ça ne fait pas partie des raisons que j'ai énumérées ici. Vous comprenez? Donc quand tu es devant le juge maintenant, tu peux faire maintenant ton asile pour dire, ah, vraiment, dans mon pays, je suis exposé, je fais partie d'un parti politique. Récemment, je ne sais pas si vous êtes familier à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais récemment, j'ai fait donner l'asile militant de Soro Guillaume. Oh, ok. Le parti de Soro Guillaume est en danger au pays. Ces militants sont traqués, choses. Vous voyez? Ok. Et une chose qui est bien avec les États-Unis, et ne se fie pas sur le rapport des Nations Unies. Vous comprenez? Les Nations Unies vont venir pour dire non, ce pays-là est maintenant bien. Non. Les États-Unis, eux-mêmes, ils font leurs rapports sur chaque pays chaque année. Ok. Les États-Unis font leur rapport sur chaque pays chaque année pour déterminer ce qui ne va pas ou ce qui va. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça qu'ils regardent. Quand tu prends pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le rapport des États-Unis, c'est c'est néfaste sur la Côte d'Ivoire. Donc, le rapport des États-Unis sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est néfaste. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a Côte d'Ivoire, il y a Guinée, Cameroun, tout ça. Les rapports sont... Non. Ce sont des États qui ne respectent pas le droit des gens, qui les mettent en prison sans raison. Ça, c'est écrit. Ok. Donc, quand vous venez pour cliquer l'asile, je vous demande de... Ça, c'est Google. Vous pouvez Google ça. Vous pouvez mettre US Condition Country, Cameroun, ou bien Congo. Ça a sorti. Donc tout est sur Internet en fait, tout est sur le net. Tout est sur le net, seulement les gens ne savent pas chercher. C'est ça. C'est sur ça que le juge se base. Il ne se base pas sur le rapport de l'ONU comme ça. Parce que l'ONU peut être corrompue à certains endroits. Le rapport de l'ONU sur la Côte d'Ivoire, non, la paix est revenue. Et puis souvent, les autorités ivoiriennes viennent, non, il n'y a plus de réfugiés en Côte d'Ivoire, vous pouvez rentrer tous. Non. Quand tu vas pour les États-Unis, ce que ça dit, par exemple, si les militants de Soro,
si c'est qu'on les fait et tout, le juge ne pouvait pas Donc laisser ça. vous avez réussi à obtenir une asile et l'asile, je vais dire l'asile à quelqu'un de Monsieur Soros, c'est ça si j'ai bien Le compris. GPS, yeah. Donc Ok, c'est cela, vous comprenez? Que ok, là, ils peuvent avoir l'asile. Donc c'est ce que je disais. On ne peut pas prendre un ok. militant de Soros aujourd'hui qui est recherché, right? L'attraper ici aujourd'hui, et puis le jeter en Côte d'Ivoire, ça serait le tuer. Donc on est obligé de le protéger, quel que soit ce que Trump veut, il ne peut pas. Ok, Cette personne doit passer devant le juge et se défendre. ok, Vous voyez? ouais. Et c'est en cela que j'ai dit, Trump, il ne maîtrise pas les lois de l'immigration des États-Unis. C'est la même Mais chose il a une bonne équipe, il a une bonne équipe avec lui. Ceux qui sont autour de lui, c'est sûr qu'ils vont lui dire ça. Oui, oui. Non, non, non. Et aussi, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ok, dites-nous. Ce qu'il va faire, il ne va faire que boucher le système judiciaire, comme il a fait depuis 4 ans. Aujourd'hui, on a les conséquences. Comme j'ai dit, quand on prend une personne, je ne parle pas de ceux qui ont déjà les déportations. Hein. Là, il peut les prendre pour les jeter comme il le fait en Europe. Mais celui qui n'a pas de déportation qui est ici, quand tu le prends, il faut le mettre devant le juge, n'est-ce pas? Ouais. Devant le juge, il va faire son application, ce qu'il peut faire pour rester ici. Il n'y a pas assez de juges. Donc, il faut en recruter. Il faut en recruter au moins 1 million. Parce que tout ce que tu as à mettre devant la justice, là, on doit leur donner des jours, le temps d'avoir avocat, se préparer et tout. Le temps que ça finisse, son mandat sera fini. Vous voyez? Parce qu'actuellement, il y a des clients devant le juge qui ont leur date jusqu'en 2027, 2028. Tu as venu ajouter d'autres dessus. Là, on dit qu'on va aller jusqu'en 2030, ou bien 2032, quelque chose comme ça. Ouais. Vous voyez? C'est ce qu'il ne comprend pas. Il va boucher le système comme il l'a fait il y a 4 ans. Vous voyez? Quand il était là, parce qu'avant, quand il fait ton asile, ça peut prendre beaucoup de temps. Je parle de l'asile à Oui, je pense que ça va même jusqu'à 5 ans, hein. Je pense, si je ne me trompe pas. Mais quand Trump est venu, il a changé. Il dit, quand tu fais ton asile maintenant, on doit te donner ton interview à 30 jours. Et il a commencé à faire ça. Mais après, le système a sauté. Il ne peut pas suivre. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon ou c'est pas bon, comme ça? Bon, c'est bon pour celui qui a un bon cas, qui veut que son asile se résout facilement et rapidement. Mais celui qui vient, qui n'a pas un bon cas, mais qui cherche seulement le work permit associé, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que ce que les gens ne comprennent pas aussi, quand tu appliques pour l'asile, c'est après 6 mois que tu peux appliquer pour le work permit. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, pourquoi ils ont mis les 6 mois. C'est-à-dire, souvent, si ils finissent ton cas à moins de 6 mois, tu n'auras jamais le work permit. Voilà pourquoi certains n'ont jamais le work permit. C'est-à-dire, si tu appliques maintenant, attends 6 mois. Mais si dans les 6 mois, dans 30 jours, on te donne ton interview devant on te donne en même temps, on fait, ok. Maintenant, on te met devant le juge. Le juge te finit à moins de 6 mois, tu n'as pas de work permit. Donc, tu n'as pas le working, donc c'est calculé en fait. Ouais, exact, c'est ça. C'est après les 6 mois que tu vois, les gens ne comprennent pas ça. Vous comprenez? Donc, on te donne ça en moins de 30 jours. Et 30 jours, tu n'as pas eu à te mettre devant le juge. Le juge te finit en moins de 6 mois. Tu n'as pas de work permit. Tu comprends? Oh, oui. Tu vois, non? Ok. C'est ça le problème. C'est ce qui se passe. C'est ces règles-là que les gens ne savent pas. Donc, dans tous les cas, tu dois avoir un juge avant qu'on te déporte. Déporte. Il n'y a pas assez de juges. Et même quand tu vois le juge qui te déporte, tu peux encore faire appel. Dès que ce n'est pas final, la décision n'est pas finie, on ne peut pas te déporter. Bien sûr. L'appel là même là, eux-mêmes ils sont déjà bouchés là-bas à LK. Vous comprenez? C'est ce système-là qu'il ne comprend pas. Donc il peut attraper tout le monde comme il veut. Il va les mettre en déportation, c'est tout. Il ne peut pas prendre quelqu'un et puis le jeter directement dans son pays. Il ne peut pas. Mais c'est le traitement, voilà, suivre les règles et traiter les dossiers qui prennent plus de temps, c'est ça, non? Bien sûr, c'est ça. Et c'est ça qu'il doit pallier. Il ne cherche pas à pallier, il veut mettre plus d'hommes dedans, mais ça va boucher le système. Et c'est ce que je me force à expliquer. Quand il dit, ouais, il a signé, il a fait masse de déportation. Déportation de quoi?
Il ne peut pas signer pour dire non, qu'à prendre tout le monde pour les. Voilà pourquoi il y a un moment, il disait il veut suspendre la Constitution et il veut faire les trucs comme ça. Non, bon, comme c'est lui, comme ce sera lui le boss, il est libre de dire et de faire ce qu'il veut. Donc, Non, il est libre de dire ce qu'il veut, mais il n'est pas au-dessus de la Constitution. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas dire Ah, au ok. que quelqu'un comprend, il passe pas. Non, c'est pas un président africain. C'est en Afrique qu'on voit les choses comme ça. Il ne peut pas dire que celui qu'on prend aujourd'hui, il passe plus devant le juge, je le mets au pays, je l'envoie au pays. Ça, il ne peut pas. C'est comme ceux Oh, qui l'ont ok. voté parce qu'on dit non, ouais, ah, il va arrêter l'homosexualité. Il dit, tu vas arrêter l'homosexualité. Ah, ici, non, Selon vous, il peut pas faire ça. il va passer où? Il va Je passer ne sais, où pour arrêter? Il peut pas. Ok. Il peut pas non plus interdire le mariage des homosexuels. Non, rien. Donc, c'est pour vous, il fait ça pour attirer le vote des chrétiens, c'est tout. Mais ceux qui connaissent la loi, il ne peut pas. Il était là depuis 4 ans. Est-ce qu'il a arrêté? Les homosexuels se sont mariés quand il était là. Les homosexuels existaient quand il était là. Il a fait quoi? Alors pourquoi je dis, il peut s'élever, puis vous blaguez, vous dites, oui, oui, c'est Dieu qui l'a envoyé, il va arrêter l'homosexuel. Vous voyez voir comment il va arrêter? C'est des choses impossibles. En tout cas, pas sur le tropique des États-Unis. Ok. Oui. Donc tout ça, c'est au regard de la loi, en fait. Et il n'y a pas moyen qu'il passe par d'autres chemins pour pouvoir le faire. Faire tous ces Non, non. trucs-là. Il y a pas d'autres moyens. Non, il ne peut même pas réfléchir à ça. Il n'y a pas d'autre moyen. À moins qu'il amende la Constitution, ce qui n'est pas facile aux États-Unis. Ok. Même il voulait dire même qu'il a cherché à dire que non, les étrangers qui viennent ici, quand ils font des enfants ici, il ne faut plus qu'ils soient américains. Et ça, c'est ce qu'il peut dire. Mais il ne peut rien faire comme ça, parce que ça, c'est la Constitution. Ah, Il ok. pourra C'est dans pas. la Constitution, en fait. Bien sûr, oui. Ceux qui Oh, sont ok. nés ici, des parents, tous ce sont américains. Donc, il peut pas, il peut rien faire. Il veut changer ça, mais il ne peut pas. Ok. Il ne peut pas. À moins Ok. qu'il ait tous les sénateurs et les autres n'aient rien du tout. Et ça, c'est Ok. les États même qui doivent voter pour amender la Constitution. Ok. Je pense que c'est 3 quarts des États pour pouvoir changer. Ok. C'est très difficile pour changer la Constitution des Ouais. États-Unis. Ouais, ouais. Ok. Donc, il est en train de rêver et il est en train de Non, mais faire bon, des comme c'est lui le boss. Non, c'est en Afrique qu'on a ce genre de boss où le pouvoir, ou bien les pays des dictateurs où le dictateur a tout le pouvoir là. Il ne peut pas faire ça ici, ça ne va pas marcher. Ok. Parce que Alright. la Constitution est devant lui. Donc, Ok. c'est ce qui se passe. Ils sont tenus de respecter en fait la constitution du pays. Bien sûr, Ok. bien sûr. Ok. Donc ma prochaine question, quels sont les droits des immigrés face à tout ce qui est IC, police, aux forces de l'ordre? Quel est le droit des immigrés, par exemple, si peut-être on vient toquer chez lui à la maison ou peut-être vérifier si c'est ça. Quels sont ces droits en fait en 2-3 points si vous pouvez nous dire quels sont ces droits? D'abord, les ICE. Parce qu'il faut déterminer, d'abord, je vous dis de quoi l'immigration est composée. Ok. Ok? D'abord, l'immigration fait partie du ministère de DHS, Department of Homeland Security. Security, yeah. Il y a 3 branches là-bas. Il y a USCIS. USCIS, c'est eux qui s'occupent de quand tu appliques, par exemple, ceux qui ont te donné ta green card, les choses, quand tu fais une application affirmative, ça c'est Ok. USCIS qui s'occupe de ça. Ok. Et là, il y a ICE, Immigration Custom Enforcement. Et ils sont là pour enforcer la loi de déportation ici. C'est-à-dire tous ceux qui sont de façon illégale dans ce pays, c'est eux qui sont chargés de les attraper et de les déporter. Et puis Ok. maintenant, il y a CBP. C'est eux que vous voyez à l'aéroport, à la frontière, tout cela. Ils sont à la frontière. C'est eux qui contrôlent quand on rentre dans le pays. Voilà. Ok. Ils sont des CBP. Ce sont les 3 branches Ok. qui sont là. Donc, quand Ok. tu es rentré ici, que tu es là de façon illégale, c'est ICE qui doit pouvoir venir te prendre. Mais, quand ils doivent venir te prendre, il faut qu'ils aient un mandat d'arrêt. Souvent, ils ont des mandats d'arrêt, mais le mandat d'arrêt n'est pas signé par un juge. Donc, quand ils tapent à ta porte, tu n'as pas à ouvrir.
Ah, si c'est signé, comment toi tu sauras pas si c'est signé par un juge? Comment toi tu Parce sauras? qu'on sait déjà que tous les mandats qu'ils ont n'est pas signé par un juge. Donc, quand ils viennent à ta porte, il ne faut pas ouvrir ta porte. Ok, donc en fait, quand eux, ils ont ça, c'est pas signé par un juge en fait. C'est Non, pas signé par un juge. non, c'est signé par les patrons là-bas. Or, lui, c'est pas un mandat qui est Et- habilité à être à chose, ok, à exécuter parce que c'est pas un mandat qui est signé par un juge. Vous ok, voyez? Et ouais. donc, il y a ça aussi. Donc, Mhm, c'est eux qui sont chargés d'attraper tout le monde. Toutefois que tu mhm, exerces des façon illégale, ils mhm. peuvent t'attraper pour pas te déporter, mais te mettre en procédure de déportation. Ouais, en procédure, comme vous avez expliqué, ouais. Exactement. Te mettre en Mhm, procédure de déportation. Vous voyez? mhm, Donc, mhm. c'est ça leur rôle. Donc, le droit de l'immigrant est protégé par la Constitution des États-Unis. Ils n'ont Yeah. pas à ouvrir. Maintenant, Mhm, quand vous voyez bien, par exemple, les États comme New York, les États bleus, ne veulent pas mhm, coopérer avec eux. Parce que moi, il y a mhm, des clients avant, comme il fait criminel. On va à mhm, la cour criminelle et puis tu vas immigration là-bas. Immigration mhm, prend ton client et s'en va. New mhm. York fait plus ça. On ne les laisse pas Ok, rentrer. Vous voyez? ok, Mais si tu es ouais. dans les États rouges là, Mhm. tous ceux qui vivent dans Ouais. les États rouges, ce que je peux leur conseiller, c'est de quitter ces États-là maintenant et de venir dans les États bleus. Ok, Toutefois que tu es dans les États rouges, tu es en danger. Parce que ok. là-bas, la police peut décider d'enforcer les droits d'immigration. Alors qu'ils Ok, n'ont pas le droit. Un policier, par exemple, il n'a jamais vu un visa. Il ne sait pas à quoi ressemble un visa. ok, Il ne sait même pas à quoi ressemble chose, permis de travail, ni rien. Ça lui tient à donner pour aller enforcer, pour aller mettre les droits d'immigration en place. Souvent, ils attrapent même des citoyens américains parce qu'ils ne ah savent même ouais, pas ce qu'ils font. Vous voyez, ils n'ont pas aussi ouais, le logiciel pour vérifier si cet immigrant-là est américain ou bien c'est naturalisé. Ils ne savent même ok, pas. C'est pourquoi c'est dangereux de laisser la police faire ce boulot-là. Mais ok, sous Trump, la police a fait ce boulot, surtout dans les États rouges. Souvent, tu es seulement, tu as passé feu rouge, la police vient, te demande parce que tu as un enfant, ils te prennent, ils t'envoient à l'immigration. Ça, mhm, c'est dans les États rouges, ça peut se passer. À New York, on ne yeah, fait jamais ça. ok, Vous comprenez? ouais. On ne fait jamais ça. Donc, il vaut mieux privilégier les États rouges, les États bleus que les États Oui, rouges. bien sûr. Ok, ok, Tu peux ok, rester dans les États rouges à tes risques et périls, mais tu es en ok, danger sous Trump. Parce que ok, c'est même pas l'immigration qui viendra te chercher, c'est la police. Si une fois tu fais une fausse manœuvre qui t'arrête, qui va te prendre pour t'envoyer à l'immigration. mhm, J'ai vu ça à Ohio, j'ai vu ça au Texas, j'ai vu ça partout dans les États rouges. ok, Ouais, ouais. Donc maintenant, il faut vraiment faire attention à ne pas être dans les États, si je comprends bien, les États, comment je vais dire, les États rouges et oui, privilégier les États bleus pour que tu puisses être mieux protégé en fait. exactement. Ok, ok, Exactement. ok, Quittez les États rouges dès maintenant si vous n'avez pas vos papiers. OK? ok, d'accord. On comprend beaucoup mieux. Maintenant, quel est comment je vais dire ça? Comment est-ce que peut réagir quelqu'un peut-être qui n'a pas ces documents, mais et son employeur veut le dénoncer? Comment est-ce qu'il peut réagir? Comment est-ce il peut s'arranger et sortir de cette situation-là? Il n'a pas les documents et puis son employeur veut le Veut le dénoncer. C'est un dénoncer, ouais. qui n'a pas ces documents et puis eux, ils l'ont employé. Ouais, Ah parce ben, que c'est vrai, c'est si eux l'ont employé, c'est eux qui un sont plus dans problème. le problème que lui. Ok. Donc, voilà, il ne peut pas le dénoncer, il veut non qu'à le dénoncer, mais comme je disais, ça dépend des présidents. Sous Ok. Biden, il n'est pas une priorité. Donc, ils vont Ok. même pas, s'il n'a pas de crime, ils vont même pas Ils vont pas. Ok. s'intéresser. Mais Ok. sous Trump, il a une priorité. Donc, si on le Ok. dénonce, il peut venir le prendre. Et puis le mettre devant le juge. Ok, comme j'ai Ok. dit, on ne peut pas le prendre pour le déporter comme ça se fait en Europe. Ils Ok. vont le mettre devant le juge. Et devant le juge, il va se défendre comme il peut. S'il est marié, s'il a chose. Bon, vous voyez? Ouais. Vous comprenez? Non, c'est intéressant tout ce que vous êtes en train de nous dire là, parce que vraiment beaucoup de personnes n'ont pas l'information, donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment vous inviter pour qu'on puisse partager ces trucs-là. Vraiment, merci beaucoup déjà à vous. Et la prochaine question est celle-ci.
Quels sont les critères pour devenir un citoyen américain? Quels sont les critères basiques pour devenir un citoyen américain? Puis les gens confondent toujours cela. C'est ça, c'est pour ça que je pose la question en fait. Oui, oui. Mais on ne devient pas citoyen américain directement. Par Ok. exemple, la question serait, quels sont les critères pour avoir la green card d'abord? Parce que Ok. c'est pas parce qu'ils vont avoir la nationalité directement. Non, il y a une étape. Ok, voilà, justement, expliquez-nous alors le processus par lequel il faut passer jusqu'à avoir peut-être la nationalité américaine. Voilà. Et comme je dis, il n'y a pas un processus direct Ok. pour être citoyen américain. D'abord, il faut avoir la green card d'abord. Ok. Faut avoir Et la cette green card, ça peut s'obtenir par combien de façons? Oh, il y a des milliers de façons. On peut pas Oh, des milliers. Ok. Ouais. Peut-être on va se focus sur, voilà, les plus, oui. Si la famille, ok, on Mhm. va passer d'immigration est très, très, très vaste. Comprenez? Il y a, il y a business immigration, il y a family immigration, il y a removal immigration. Et donc, le business immigration, ça, c'est le visa d'emploi. Parce qu'on Ok. émigre aux États-Unis que de trois manières. Ouais. Ok. Sinon, quand on est à l'ambassade, les visas qu'on prend pour venir visiter, ça, c'est des visas non immigrants. C'est-à-dire que Ok. ce pas des visas d'immigrants, non immigrants. Qui viennent ici Ok. pour soit visiter ou je sais un visa pour immigrer aux États-Unis. Il faut faire Ok. la différence. Il y a des visas maintenant d'immigration. Par exemple, la Green Card Lottery, qui est la bonne manière d'immigrer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on te donne la Green Card, tu viens. Ça, c'est une C'est façon. qu'il faut avoir la chance pour la gagner parce qu'il faut jouer. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Mais si on a Il une faut autre jouer. émission, si on a une autre émission, peut-être qu'on va venir. Oui, sur ces on va cas-là. reparler de ça plus tard. Oui, on va entrer dans plus tard. Mais Oui. il y a la Green Card Lottery, et puis il y a la famille. Ok. On imite par la famille. C'est-à-dire que votre femme ou votre mari, qui est américain, qui vous épouse, peut appliquer pour vous. Si vous êtes au pays, vous venez avec la green card, un visa, vous venez immigrer. OK? Il y a la famille et puis il y a le travail. On peut immigrer par le travail aussi. Si, par exemple, voilà, Bill Gates ou bien Microsoft, vous êtes ingénieur, vous avez vu, ils veulent que vous venez ici et tout ça, ils peuvent appliquer pour vous, pour venir travailler ici. Vous comprenez? Ok. Oui. Ça, c'est comme ça. Et quand on vient, Ok. on a la green card Ok. d'abord. La green card, maintenant, ça dépend. Si vous êtes marié et que vous avez la green card, après les 3 ans de green card, vous pouvez postuler pour la nationalité. Mais si vous n'êtes pas marié, par exemple, quelqu'un qui a eu sa green card loterie, il est venu ici, il a la green card. C'est après 5 ans, il peut maintenant postuler pour la nationalité. Appliquer pour la nationalité. Vous comprenez? Ok. C'est comme ça que ça se passe. Mais il n'y a pas d'accès à la nationalité directe. Directement, il faut passer par un processus. Voilà, par la green card, et puis maintenant accéder à la nationalité. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé une fois, il dit, ouais, je suis marié, il n'y a jamais rien eu. Certains m'ont dit que peut-être même on a donné la nationalité. Je lui ai dit, mais tu as passé où? Il n'a pas eu de green card. Il faut forcément passer par la green card pour avoir la nationalité. Et pour avoir la nationalité, il faut aller, et puis il faut prêter serment. Oui. Toi, tu n'as même pas prêté ni rien, tu dis qu'on t'a déjà donné la nationalité. Ça, c'est les informations que vous donnez dans la rue là-bas. OK? C'est même pas... Oui. Ouais. Ouais. Donc, Ouais, ok. Ok. Ouais. Donc, si je récapitule, il y a la dévéloterie où on joue pour gagner. Ouais. Ça vous permet de venir directement ici. Et après 5 ans, c'est après 5 ans avec cette green card que vous pouvez appliquer pour la nationalité. Maintenant, Oui. si vous êtes marié, après combien de temps vous pouvez appliquer pour la nationalité si vous êtes marié ici aux Si vous êtes États-Unis? marié, il faut avoir d'abord la green card. Oui, il faut avoir la green card. Il faut le marier. Voilà. Pour vous, vous avez la green card. Maintenant, quand vous avez la green card, après 3 ans, vous pouvez appliquer pour la nationalité basée sur le mariage. Mais si en temps vous êtes divorcé, il faudra attendre 5 ans pour appliquer seul. Ok. Donc, ça revient pratiquement à la même chose. Oui, normalement, c'est 5 ans. Mais comme vous êtes marié, on peut vous le dire à 3 ans. Vous 3 comprenez? ans, ok. Si vous Donc, êtes c'est à plus cause du marié, mariage que c'est réduit à 3 ans. Et après les 3 ans, vous pouvez appliquer pour la nationalité. Et Voilà. pour la nationalité, c'est que vous allez même jusqu'à prêter serment, en fait. Oui, c'est le jour où vous prêtez serment que vous êtes maintenant citoyen américain. Et là, maintenant, ça va avec tout ce qui va avec Bien voter sûr. et tout ça, tout ça. Exactement. Ok. Ça va Ok. maintenant. C'est bon. Ok. All right.
C'est bon. Donc, voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est très intéressant. Maintenant, quelles sont les erreurs fréquentes que vous pouvez, qui peuvent retarder, déjà, je vais dire, comme il faut pas, on ne va pas directement sur la nationalité. Quelles sont les erreurs fréquentes qui peuvent retarder l'obtention de votre green card? Les erreurs que les gens commettent, qui peuvent retarder l'obtention de leur green card et pas ricocher maintenant l'obtention de leur nationalité américaine. Quelles sont les erreurs? Peut-être si vous pouvez nous citer quelques erreurs vite fait. Non, les erreurs, c'est par exemple la plupart des personnes quand elles se marient, elles veulent faire les papiers elles seules. Elles ne s'attachent pas au service d'un avocat. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que c'est très, très compliqué. Vous comprenez? Par exemple, l'erreur même qu'on constate le plus, la personne qu'elle est au pays, elle veut venir ici. La personne qui lui fait son circuit, lui dit, ah, si on ne met pas dans les papiers que tu es marié, on ne peut pas te donner le visa pour venir ici. Donc, il faut qu'on mette dans les papiers que tu es marié. Vous comprenez? Oui. Alright? Donc, la personne met dans ses papiers qu'il est marié. Il ne sait même pas la personne à laquelle on l'a marié. La personne va à l'interview, on lui accorde le visa. Il vient ici maintenant, il trouve une femme. Ils vont se marier. Oubliant qu'il a dit qu'il était déjà marié au pays là-bas. Et il dit de divorcer et il s'est marié. Et comme ça, il va maintenant faire ses papiers. Arrivé à l'immigration, on tire tout ce que tu as dit au pays là-bas. Ils vont tirer. Donc, ils ont toutes ces informations là. Ils ont toutes les informations depuis le pays jusqu'à ici. Ils te suivent. Oui. Voilà. Donc, ils vont te dire, ah, tu as dit que tu étais marié ici. Où est le papier de divorce? Parce que si tu n'as pas le papier de divorce, ça fait bigamie. Tu as dit que tu étais marié deux fois, donc ça c'est interdit ici. La personne est là maintenant, et ne sait même pas à qui on l'a marié là-bas. On dit même qu'elle va obtenir un divorce. Comprenez? Ça, c'est la plus grave erreur que les gens font et qui est très difficile à corriger. C'est-à-dire que tout ce que tu dis au pays là-bas, tu suis jusqu'ici. Ok. Donc, tout est tracé en fait. Rien n'est caché pour eux. Rien n'est caché. Tout est tracé. Bon, sinon, il y a d'autres personnes qui pensent que là-bas et ici, c'est pas la même chose. Donc, non, voilà. Mais c'est la même chose. Ça te suit jusqu'ici. C'est ça. Quand même on dit ça pour te dire, tu es étonné, mais c'est ce qui est là. Donc ça, c'est l'erreur que les gens commettent la plupart. C'est aussi, il y a des visas avec lesquels, même si tu te maries, tu ne peux pas avoir tes papiers. Ah ouais? Quel type de visa, par exemple? Quelqu'un qui travaille sur un avion, ou bien sur un bateau. Le bateau vient ici. Donc, on te donne un certain visa. Si tu fuis du bateau, que vient de tu te maries ici, tu ne peux pas avoir tes papiers ici. Parce que c'est le visa qu'on te donne, ça ne te permet pas de te marier pour avoir les papiers. Ok. C'est aussi qu'il y en a nombreux qui ont traversé la frontière clandestinement. Voilà. Ouais. Aussi, je voulais poser cette question-là. Et ces personnes-là, c'est quoi leur cas? C'est quoi leur... Est-ce qu'ils peuvent... Oui. C'est ce que je veux dire. Si c'est marié ici, ils ne peuvent pas prendre ici. Ils doivent retourner dans leur pays parce qu'ils n'ont pas été inspectés et admis par un agent de l'immigration. Vous comprenez? Qu'il est rentré, personne ne lui a donné la permission de rentrer. Ça ne veut pas dire tous ceux qui passent à la frontière ne peuvent pas. Il y a certaines personnes auxquelles on donne une permission. On appelle ça parole. Ok. Quand on t'a donné parole, ça veut dire qu'on t'a donné la permission de rentrer. Ok. Il y a certains, par exemple, qui se cachent à la frontière et puis ils rentrent clandestinement. Et personne ne les voit. Voilà. Quand tu te maries, tu ne peux pas prendre ici. Il faut retourner dans ton pays pour prendre. Alors que comme tu es rentré illégalement, si tu sors, tu ne peux pas rentrer pendant 10 ans. Tu ne peux plus rentrer. Pendant 10 ans. Comprenez? Donc, c'est ce qui fait que souvent, c'est un peu difficile. Mais il y a des pardons quand même, il y a des waivers qu'on peut faire. Mais ça, c'est la règle. Comprenez? Donc, c'est à peu près ces erreurs-là que les gens commettent quand ils appliquent. Mais il y en a tellement beaucoup et c'est par cas par cas. C'est cas par cas. Il n'y a pas quelque chose qui est... C'est chaque chose avec son truc. Ok. Ouais. Je vois. Il y en a aussi qui ont des crimes qui peuvent les faire déporter, mais ils ne savent pas. Et ils s'en vont appliquer directement. Quand c'est comme ça, quand tu es là-bas, on t'attrape.
On te met en Est-ce que les crimes mineurs, par exemple, je prends un exemple, hein, quelqu'un peut-être qui a oublié de payer sa facture. Bon, peut-être il est en train de rouler en voiture, il a brûlé le feu, il a brûlé ci et ça, et peut-être les tickets se sont accumulés pendant un temps. Je sais pas, soit il a oublié de payer, soit qu'est-ce qui s'est passé. Non, Est-ce que ça constitue? non, cela ne compte pas. Ça, ce sont des violations de trafic. Ok, Ça ne regarde pas l'immigration. Ce qui ok, regarde l'immigration, ce sont les misdemeanors et puis les felonies. ok. Donc c'est sur ces trucs-là que eux ils Oui, s'appliquent en fait. Ok. oui, Et oui, allez-y. certains qui, par exemple, commettent des viols Ouais. ou bien vendent la drogue Mhm. ou bien en marijuana sur eux, ce genre de Ceux qui crimes-là, font ce quoi. genre de choses-là, ouais. Oui, oui. Ou certains qui volent dans les magasins. C'est pour cela Ok. que tout bon avocat d'immigration doit aussi être un avocat criminel. Ok. Comprenez? Vous êtes dans les deux. Bien sûr, parce que je dois être dans les deux. Parce que Ouais. si mon client est immigrant et qu'il est Mhm. dans une procédure criminelle, je dois m'assurer que le crime auquel il va plaider ne va pas Mhm. avoir de conséquences si sa procédure d'immigration. Oui. Ok. Vous voyez? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que recevoir des aides de l'État, est-ce que ça peut enfreindre peut-être, comment je vais dire, ça peut agir sur votre procédure d'être régularisé dans le pays en tant qu'immigrant? Surtout, bon, pour ceux qui Ça, sont à New York, vous savez, ça ne manque pas. Donc, oui, ça dépend. mhm, Ça dépend de l'application pour laquelle tu postules. mhm, Si c'est l'asile, il y a pas d'effet. Comprenez? mhm. Mais si par Ouais. exemple c'est pour le mariage par exemple basé sur bon, pour la green card, ça a un Mhm. impact. Et sous Trump même, Trump avait rendu ça tellement difficile qu'il y a eu même des Rendu clients qui les aides sont difficiles ou bien? non, rendu pour ceux qui prennent les aides tellement difficile il y a eu même des clients qui sont Mhm. restés bloqués au pays. Vous voyez? Quand quelqu'un se Oh. marie, Bloqué n'est-ce comment? pas? J'ai pas compris. Voilà, je vais expliquer maintenant. Quand quelqu'un Oui, expliquez. épouse un, A- un Américain, par exemple, c'est Mhm. l'Américain qui va sponsoriser cette personne. Dit, par exemple, Oui. qu'il fait assez d'argent pour pouvoir supporter Mhm. cette personne si jamais elle allait prendre de l'aide à l'État. Lui Mhm. va rembourser. Mhm. Comprenez? Mhm. Maintenant, il se Mhm. trouve que cet Américain n'a fait pas assez d'argent. La personne peut prendre soit son ami ou bien un frère, quelqu'un pour venir co-sponsoriser. Mhm. Vous voyez? Ensemble, Mhm. vous dites, bon, comme lui ne fait pas assez, moi, je me porte garant aussi. Vous Mhm. voyez? Que la Mhm. procédure puisse avancer. Ça, c'est ce qu'on faisait. Quand Trump est venu, il dit non, la personne à laquelle tu te maries, c'est elle qui doit prouver qu'elle fasse assez. Si elle ne fait pas, ça veut dire que tu vas aller dans le welfare. Donc, c'est pas possible. Vous comprenez? Or, souvent, la personne ne peut pas travailler ou bien dans un état où il ne peut pas. Et ça fait que des gens sont restés bloqués au pays. Puisque Ok. Pour que je comprenne bien, maintenant Trump a dit, si je vais revenir sur ce que vous avez dit, Trump lui dit que c'est la personne avec la personne avec qui tu te maries, c'est lui qui doit montrer qu'il a les capacités de prendre soin de toi, c'est ça? voilà. Et que s'il ne peut pas, Ok. bon, comme je vais dire, la personne Mhm. qui vient, quand tu épouses quelqu'un Mhm. qui vient, Mhm. il ne faudrait pas que la personne soit une personne qui va aller demander l'aide de l'État. Vous Ok. voyez? Donc, toi qui Mhm. l'épouses, tu dois montrer que tu fais suffisamment d'argent pour Mhm. t'occuper de ton épouse, si c'est tes enfants qui viennent, pour t'occuper de tes enfants, Mhm. pour qu'ils ne puissent pas aller prendre l'aide de l'État. La personne même qui C'est vient ça. aussi, elle doit aussi montrer qu'elle est suffisamment éduquée, qu'elle a des diplômes ou bien une préparation, qu'elle va travailler ici et qu'elle ne va pas aller sur le doigt de l'État. Cette règle-là n'était Mhm. jamais appliquée comme il se faut, sous les autres régimes. Quand Mhm. Trump est venu, il Mhm. a maintenant implémenté ça. Vous comprenez?
Et il ne veut plus laisser quelqu'un d'autre venir te supporter pour faire venir ton parent, ou bien ton enfant, ou bien ta femme. Il voulait plus. Il voulait que c'était soi-même qui le fasse. Vous comprenez? J'ai eu une cliente comme ça qui est restée bloquée au Ghana. Elle est restée là-bas jusqu'à, bon, je dis, elle est décédée, ça m'a fait mal. Parce que son mari était en disabilité. Pourquoi elle est restée bloquée? Parce que son mari était en disabilité ici. Quand il avait une incapacité, il ne peut pas travailler. OK? Il veut la faire venir, il ne fait pas assez. Il prend son ami qui fait assez, on veut faire venir sa femme ici. Les autorités ghanéennes, enfin pas ghanéennes, mais le consulat américain qui est au Ghana dit non. Parce que c'est les règles de Trump. Il faut que son mari fasse, parce que son mari n'a pas les capacités de travailler. C'est-à-dire que si elle vient, forcément, elle va aller dans le système welfare. Puisqu'il n'a pas. Alors que sur l'ancien régime, elle venait directement. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est déjà posé garant. Donc, quand Trump est venu, c'est cette règle qui était là. Quand Biden est venu, il a un peu éliminé ça. Trump revient, ça va revenir. Ça va revenir. Vous comprenez? C'est de ça que je veux parler. C'est ce qu'on appelle public charge. Une charge publique. Les gens aussi, ils aiment trop ça aussi, les Africains. Quand ils viennent ici, au lieu de travailler, ils ont ça, mais ils pensent que c'est de l'argent cadeau. Ils s'en vont se mettre dans les aides pour prendre tout. Alors ça les affecte. Bien sûr, ça les affecte. Et si quelqu'un qui a, je prends un exemple, quelqu'un qui a eu pas le mariage, ça a green card de 2 ans par exemple, ou même disons même 10 ans, et puis il faut rester sur 2 ans d'abord, parce qu'il y a les conditionnels. Voilà, peut-être 2 ans, et puis supposons que c'est un nommé, du coup, sa femme avec qui s'est marié ici commence à prendre des aides. Est-ce que ça va pas l'affecter sur peut-être l'obtention de la green card de 10 ans et après la nationalité, par exemple? Non, mais c'est pas lui qui a pris l'aide. En fait, c'est la personne, ça affecte, si c'est toi qui prends l'aide, c'est là, ça t'affecte. C'est ça? Bien sûr. Ok, je comprends. Donc, si c'est pas lui qui est en train de prendre, c'est la femme américaine qui est en train de prendre, ça n'a rien à voir avec... Non, ça n'a rien à voir avec... Surtout qu'il est déjà ici, il a eu sa green card. Si elle avait commencé à prendre avant sa green card, ça allait être un problème parce qu'elle ne peut pas le sponsoriser. Donc, il aura besoin d'un sponsor. Mais si c'est Trump qui est là, ils vont lui créer problème. Comprenez? Vraiment, ce sont de très bonnes questions. Il y a tellement de questions que je vais proposer qu'on fasse peut-être d'autres émissions, d'autres podcasts, parce que je sais que vous êtes occupés et l'heure qu'on a imparti au podcast est presque terminée. Donc, ce qu'on va faire, on va peut-être reprogrammer dans les semaines à venir un nouveau podcast si vous êtes disponible. Vraiment, parce que je sais que vous avez beaucoup de cas, vous avez beaucoup de dossiers. Et c'est comme vous êtes en train de me dire la dernière fois, avec le président qui vient maintenant, vous allez encore avoir plus de travail et que vous avez été surpris que les Africains soient allés comme ça voter, tout ça. Donc, je ne sais pas comment vous avez vécu ça aussi, quoi. Bon, moi, comme je dis, j'ai été doublement déçu. Comme je le dis, quand Trump vient au pouvoir, moi, mes business marchent plus. Parce que tous ceux qui sont ici maintenant commencent à appeler pour voir comment régulariser leur situation. Donc moi, je devais être pour Trump. Mais quand je regarde ce qu'il fait à nos frères immigrants qui sont sans papier ici, je ne vais pas mettre l'argent au-dessus de ça. C'est ça. Et moi-même, en tant qu'immigré, quand un président vient et puis dit non, j'ai affaire aux immigrants illégaux, je vais les chasser, ça me fait mal. C'est donc, ça. je ne peux pas soutenir cela. Dans cela que j'ai dit, j'étais vraiment déçu de nos frères africains qui sont venus ici et qui aussi étaient dans la même situation et qui maintenant donnent leur voix à Trump pour qu'ils viennent au pouvoir pour rapatrier leurs frères. Non, mais c'est comme on dit, peut-être eux, c'est pas forcément ça, ils regardent. Eux regardent peut-être là où la vie est devenue chère, comme on a dit un peu plus tôt. Eux regardent comment la vie devient de plus en plus chère. Ils veulent se sécuriser. Peut-être c'est ça. Je ne les défends pas, mais peut-être c'est ça. Eux, ils ne regardent pas
autre chose à part ça. Ils doivent regarder parce que ces mêmes gens-là ont leurs frères et sœurs ici. Je dis pas chose. Les frères et sœurs ici qui sont sans papier. Donc, à cause des vies chères, des choses comme ça, tu vas aller voter quelqu'un, mais demain, qu'il va rapatrier ton frère, toi, ta vie est devenue moins chère, mais ton frère est retourné au pays. C'est Qui est pas faux. encore grave. C'est ça. C'est à cela que je dis. Je l'ai dit toujours. Ici, c'est pas un pays du tiers-monde. OK? Chacun a le boulot ici. Chacun travaille déjà. C'est ça. Et les Américains peuvent se battre nous, mais nous, on est ici, on a un boulot, on travaille déjà. Ce qui doit nous préoccuper, c'est comment aider nos frères qui sont là pour qu'ils aussi puissent avoir cette même situation. Ça, c'est ce qui doit être notre préoccupation. C'est ça. Pas le fait d'aller faire plus d'argent au détriment des frères et ceux qui sont là, qui sont en train de se chercher. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est pas comme on est ici, on est mort de faim. C'est ça. Tout Biden, personne n'est mort de faim. Cher ou pas, on a eu nos salaires, on a pu survivre. Et même s'occuper de nos frères qui sont au pays. Donc, faut pas dire que non, on était dans l'enfer ici. Non, c'est Trump qui a venu nous faire sortir de l'enfer. C'est pas ça qui se passe. Pour ça, là, tu peux pas sacrifier la vie de tes frères. Pour toi-même, ton petit désir mesquin, égoïste pour avoir plus d'argent. Moi, c'est ce que je vois. Ouais. Non, vraiment, merci beaucoup pour ce mot. Ce sera notre mot de la fin. Et on va essayer de programmer encore d'autres épisodes pour beaucoup aller en profondeur parce que j'ai remarqué il y a beaucoup de personnes qui essaient de vous contacter aussi votre programme, votre agenda est chargé. Ouais. Donc vraiment, je vais vous dire merci beaucoup à vous et on va se faire signe plus tard pour parler encore de ces sujets-là parce que c'est très important que les gens soient informés et qu'ils comprennent ce qui se passe pour pouvoir peut-être mieux agir dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc vraiment, je vous dis merci beaucoup. Et je vais aussi laisser mes contacts. Oui, bien sûr, ce sera fait. On va mettre ça dans les commentaires, on va mettre ça. On va tout mettre pour que les gens puissent, ceux qui ont besoin de réponses à leurs questions, puissent vous contacter et puis ça sera quelque chose de bien. Et aussi pour les prochaines fois aussi. Il y aura aussi des sujets précis. Peut-être même qu'on va prendre des questions chez les gens qui veulent poser ces questions-là et on va vous les adresser directement. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Donc, merci beaucoup à vous et mon frère. À très bientôt. Oui.